Alors, on y va pour cet exercice 3. Alors dans l'exercice 3, c'était un exercice, pour vous entraîner au changement de variable. Donc par exemple, on vous demandait le développement illimité de racine de x log de x. Donc vous demandez un développement limité à l'ordre 2 en 2, en x égale 2, d'accord? Alors, bah, c'était pour vous faire remarquer qu'on pouvait toujours se ramener, on fait un petit changement de variable, on va noter x égale 2 plus h. C'est pareil que de dire que h égale x moins 2. Et lorsque x tend vers 0, pardon, lorsque x tend vers 2, h tend vers 0. Alors c'est pas ça que je voulais écrire, hein. H tend vers 0 lorsque x tend vers 2. Voilà. Et donc du coup, eh bien, je fais le développement limité de racine de 2 plus h log de 2 plus h. C'est le petit souci avec les développements limités, c'est que on a les développements limités que de certaines fonctions et que en 0. Donc si on essaye de faire autre chose, eh ben, faut s'y ramener. Alors là, bah, pour s'y ramener, là, vous voyez, j'ai pas, là, je veux du racine de 1 plus quelque chose, qui tend vers 0, et là, je veux un log de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc du coup, je vais devoir faire un petit peu de calcul algébrique. Par exemple, je peux mettre racine de 2 en facteur. Ça, c'est pour lui. Et pour lui, je vais mettre aussi 2 en facteur, mais attention, ça va faire un truc un peu spécial. Voilà, ça fait ça. Toc, 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 il m'en manque une, voilà. Et donc du coup, je me retrouve avec racine de 2, racine de 1 plus h sur 2, log de 2, plus racine de 1 plus h sur 2, log de 1 plus h sur 2. Voilà, et ça c'était bon, bah, maintenant, je suis bon, je peux faire mon calcul comme je fais d'habitude, OK? Donc ça va me faire log de 2, donc c'est un DL à l'ordre 2, hein. Donc là, c'est 1 plus 1/2 de h sur 2. Et là, si mes souvenirs sont exacts, c'est, moins 1/8. Voilà. Donc là, il faut le regarder dans le formulaire, celui-là, de h sur 2 au carré, comme ceci. Voilà, je peux fermer ma parenthèse. Là, c'est la même chose. 1/2 de h sur 2, je suis pas sûr, oui, c'est ça? Oui, c'est bon. Moins 1/8 toujours de h sur 2, toujours au carré. Voilà, et lui, j'oublie pas de le multiplier par le DL de log de 1 plus u, c'est u, comme ça, moins, alors log de 1 plus u, celui-là à chaque fois j'hésite, mais c'est ça, c'est moins, et donc h sur 2 au carré, et j'oublie pas le 1/2. Voilà. Et tout ça, pof, 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 alors je sais pas, je dois fermer mes parenthèses, voilà, à l'ordre 2. OK. Et voilà, et bah, maintenant faut le développer, le réordonner, le petit calcul usuel. Je le fais pour que ceux qui ont fait le calcul puissent vérifier. Donc là, log de 2 plus log de 2 sur 4 h moins log de 2, 8 fois 4, 32 h carré, voilà, plus, alors là, il faut que je fasse le produit, hein. Là, vous avez vu, hein, c'est un produit de 2 termes, donc il faut que je fasse mon produit. Ça me fait h sur 2 moins h carré sur 8, voilà, plus h carré sur, 8, c'est, 2 fois 2 fois 2, voilà. Lui, là, je l'écris pas, il est d'ordre trop grand, et lui, là, je l'écris pas, il est d'ordre trop grand. Et voilà, j'ai terminé pour ce morceau-là. Plus un petit O de h carré. Il n'y a plus qu'à remettre dans l'ordre. Le racine de 2, je peux le laisser en facteur, hein, tant qu'à faire, c'est pas très grave. Comme je veux, c'est pas très important. Je vais le développer pour avoir un truc bien propre. Voilà, et là, je peux simplement dire que ça fait racine de 2, log de 2 sur 4 plus 1/2. Ces deux-là se sont simplifiés, c'est trop beau. J'ai peut-être fait une erreur. Vous allez me corriger si j'ai fait une erreur. Et là, j'ai un simple racine de 2, log de 2 sur 32 h carré. Voilà, c'est ce que vous aviez trouvé? J'ai fait une erreur de calcul? Vous êtes là? Je me demande. Ça doit être ça. Alors, et voilà, beh, tous les autres se font exactement de la même façon. Il manque un H quelque part ici. Voilà, merci. Les suivants se font de la même façon? Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous souhaitez que je corrige?
peux vous laisser la question 2 pour ceux qui veulent le faire un peu plus tard, hein, parce que il est facile la question 2 avec le changement de variable, on s'en sort bien. Je vous fais la question 3 par exemple. Question 3 pas facile, hein. Question 3 pas facile du tout parce que la question 3 c'était 1 plus question 3, 1 plus 1 sur x à la puissance x. Alors là, vous avez vu, hein, c'est une puissance, qui dépend de la variable c'est x, une puissance qui dépend de la variable, donc je vais, mettre ça sous forme exponentielle. Exponentielle de x log de 1 plus 1 sur x. Alors là, ça promet d'être plus compliqué puisque je vais faire une composée de développement limité, OK? Alors hier, je vous ai montré je vous ai montré jusqu'à maintenant une technique pour, faire les composés de développement limité et puis en répondant à une question, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre technique qu'on peut aussi employer. Bon, je ne sais pas si elle est mieux, puis je ne sais pas si j'ai raison de vous montrer plein de techniques comme ça, mais parfois, il y a des choses qui peuvent, vachement plaire à certains. Eh bien, l'autre technique, c'est simplement de faire le calcul, comme je dis souvent, de faire le calcul en ligne. C'est-à-dire que vous remplacez les fonctions par leur développement limité, directement dans l'expression, sans tenir compte des petits taux, ouais, et cetera. Alors en partant de la fonction qui est la plus à l'intérieur. Donc là, je vais remplacer attendez, j'ai pas fini, j'ai oublié de faire mon changement de variable. Je vais poser donc, heu, x égale 1 plus u. Voilà. J'ai oublié de faire ça et après je vous parle de ma composée. Donc là, ça va me donner exponentielle de 1 plus u log de 1 plus 1 sur 1 plus u. Voilà, comme ceci. OK? Alors, je parlais donc je disais, on peut, toujours faire le développement limité directement dans l'expression. Donc là, par exemple, 1 sur 1 plus u, je vais directement le remplacer par son DL, qui est 1 moins u plus u carré, plus un petit taux de u carré comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait? Hein, c'est que là, la fonction, je l'ai directement remplacée par son DL. J'ai le droit parce qu'un développement limité, c'est une égalité. Donc il y a aucun problème, il y a aucune erreur, il y a pas de souci. OK? Et puis je vais avancer mon calcul comme ça et petit à petit, je vais remplacer chaque expression. Je vais me débarrasser ensuite du log avec un DL, puis de l'exponentielle avec un DL, mais je vais y aller progressivement, d'accord? Donc je continue. Là, ça fait exponentielle de alors 1 plus u. Alors je vais d'abord calculer ce qu'il y a dans le log. Ah, surprise, ça fait 2 moins u plus u carré, plus un petit taux de u2. Et je vous rappelle, hein, c'est pas le DL du cours, parce que le DL du cours, c'est log de 1 plus. Et donc là, j'ai lui qui m'embête. Donc je vais devoir mettre encore 2 en facteur. Hop, c'est reparti. Donc ça me fait exponentielle de 1 plus u log de 2 plus log de 1 moins u sur 2 plus u carré sur 2 plus un petit taux de u2. Toc, toc, voilà. Et je n'oublie pas mon crochet. Ça doit être bon. Ok, vous y êtes? Et maintenant, je me débarrasse de ce log-là, comme je l'avais annoncé, avec son développement limité. Développement limité, alors c'est là qu'il faut bien comprendre ce qui se passe, hein. Je fais quand même un composé de développement limité. J'utilise le développement limité de log de 1 plus x quand x tend vers 0. Et le x ici, c'est ça. D'accord? C'est ça qui va jouer le rôle de x. On y va. Vous me dites si vous êtes largué, hein. Je veux pas aller vite. J'aime bien cette technique parce que je trouve que dans les calculs compliqués, elle rend les choses simples. Mais par contre, c'est très mental, faut bien comprendre, hein. Donc le développement limité de log de 1 plus u, de log de 1 plus x, c'est toujours x moins x2 sur 2, donc on y va, plus x moins x2 sur 2, hop, 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 au carré. Et alors le petit o, je m'embête pas parce que le petit o, je vous rappelle que à la fin, je veux un DL d'ordre 2. Donc je mets toujours plus petit o de u2 parce que c'est ce que je veux. C'est pas le calcul qui me donne ça. C'est moi, c'est mon but. Donc je le mets. D'accord? Ça, c'est je le force. Je vais mettre demander ou forcer. C'est pour dire, c'est ce que je veux, c'est le but de mon calcul. OK? Et je continue. Alors je vais d'abord, m'occuper un petit peu de mon DL là, que je viens de faire.
Je vais un petit peu le arranger un petit peu. Donc j'ai moins u sur 2 plus u carré sur 2. Et puis là, j'ai un terme, hein, j'ai ce terme-là, là, qui va me donner un u carré, ici. Il va me donner, si je sais calculer, moins un huitième de u carré. Parce qu'il va donner u carré sur 4 fois un demi. OK? Plus petit o de u2. Voilà. Et je peux fermer ma parenthèse et mon crochet. Je développe avec mon 1 plus u ici, avant de finir. Exponentielle de log de 2, voilà, plus, alors les termes en u, va y avoir un log de 2 moins un demi de u, et les termes en u carré, il va y avoir, alors un demi moins un huitième, ça fait 3 et 1, ça fait 2 huitièmes, ça fait 1 demi moins un huitième, ça fait 3 huitièmes. Voilà. Et puis il y a encore ce u fois moins u sur 2, qui va me faire un moins un demi de u carré. Voilà. Plus petit o de u carré. Tout le reste est d'ordre plus grand. Donc je ne l'écrirai pas. Ça va, convaincu? Donc ça me fait du moins un huitième de u carré. Et je recommence ce que j'avais annoncé, hein. Je me débarrasse maintenant de mon exponentiel avec le développement limité de exponentiel, sachant que c'est tout ça, d'accord, qui va me servir de la variable, hein. Vous vous rappelez le... Alors attendez, je vais... Oui, d'accord, bon, je vais le faire dans un instant. C'est tout ça qui va me servir de la variable. Oui, alors on y va. Alors, attendez, je prépare un petit peu le terrain parce que je vais couper d'abord mon exponentiel en 2 morceaux. Ça fait exponentielle de log de 2, exponentielle de log de 2 là, hop. Ça me fait simplement 2 fois exponentielle de... Ensuite, je me contente de recopier pour que ce soit bien propre, que vous puissiez bien suivre. Voilà, plus un petit o de U2. Alors, je vais utiliser le développement limité de exponentielle de x, qui, je vous rappelle, c'est 1 plus x2 sur 2, plus un petit o de x2. Donc, j'utilise le développement limité de exponentielle à l'ordre 2. Et ce qui joue le rôle de x, c'est ça. Parce que ce que j'encadre là, hein, ça, c'est x. Parce que ce que j'encadre étant bien vers 0 lorsque u tend vers 0. OK? Et donc, je vais faire ma composée de développement limité, là. Il va me donner donc le 2 fois 1 plus, et là je recopie x, donc ce qui est encadré en vert là. Donc ça me fait log de 2 moins 1 demi de u, moins 1 huitième de u carré, voilà, plus 1 demi, et alors toujours mon x, log de 2 moins 1 demi de u, moins 1 huitième de u carré, que je n'oublie pas de l'élever au carré. Et voilà. Et j'oublie pas toujours de mettre plus petit o de u2, puisque j'ai annoncé que je voulais un DL à l'ordre 2. Et voilà, j'ai terminé. J'ai plus qu'à faire... Enfin, j'ai terminé parce que j'ai plus de fonction spéciale. Hein. J'ai plus d'exponentielle, plus de log, plus de puissance, plus rien. J'ai qu'une fonction polynôme toute mignonne. J'ai plus qu'à finir mon calcul. Alors, ça va me faire 2 fois 1 plus... Je viendrai expliquer. Il faut encore d'autres explications, Louane, ou c'est juste votre message qui vient seulement de m'arriver? Voilà, et là, le seul terme qui reste, c'est log de 2 moins 1 demi au carré fois u carré, et donc le plus petit o de u2. Voilà. Non, il vient d'arriver, d'accord. Ok, très bien. Mais je peux quand même réexpliquer si vous voulez, hein, c'est pas un souci. Et voilà, j'ai mon DL. Bon, il faut le réordonner un petit peu, le réarranger si vous le souhaitez. Mais bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'il est assez, il est assez proche de la fin quand même, hein. Ok. Voilà, bon, c'était une technique de calcul de DL. Je vous en ai pas trop parlé parce que elle est quand même assez évoluée, et puis elle est quand même réservée à des calculs bien compliqués. Alors là, j'en avais un puisque j'avais quand même une composée de 3 fonctions, hein, c'était assez chaud. En général, vous avez des composés de 2 fonctions, voire simplement des produits, donc c'est pas forcément la peine d'utiliser cette technique un peu complexe. Donc je vous rappelle la technique, hein, elle consiste à remplacer progressivement les fonctions par leur DL, pas tout d'un coup, mais petit à petit.
en partant de la fonction qui est la plus à l'intérieur. Et puis à chaque fois, entre chaque DL, il y a peut-être une étape de calcul à donc c'est comme un gros un hamburger, quoi. Une couche, un petit DL, hop, on fait un petit calcul, encore un petit DL, un petit calcul, un petit DL, et cetera. Et il y a un ordre pour remplacer les fonctions par leur DL? Oui, toujours d'abord à l'intérieur. Parce que si vous le faites par l'extérieur, en fait, si par exemple vous avez, je donne un exemple un peu bête, hein, vous avez exponentielle de sinus x, donc ça tend vers zéro, ça, hein, d'accord? Donc vous avez le droit, c'est juste, il n'y a pas d'erreur, vous avez le droit de faire ça, d'accord? Plus donc ensuite un demi de sinus de x au carré, voilà. Et puis ensuite, vous pourriez, si vous voulez, remplacer sinus par son DL. Donc, par exemple, j'invente un peu, hein, donc là c'est x3 sur 6. Voilà, plus un demi de x moins x3 sur 6. C'est pour vous expliquer l'idée, hein. Alors le problème que vous avez, c'est là. Il est là. C'est que vous avez un petit taux de sinus qui est forcément un petit taux de sinus x carré, puisque sinus me sert de variable, et là, il devient quoi? Donc dans ce sens-là, c'est pas terrible. Là, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et de l'extérieur vers l'intérieur, eh ben, on va dire que c'est pas terrible. D'accord? C'est assez moche. Alors que de l'intérieur vers l'extérieur, attention, je scrolle. Quand je fais de l'intérieur vers l'extérieur, comme j'ai fait au préalable, eh bien, regardez, dès le départ, là, vous avez le petit taux de U2. C'est directement le petit taux de la variable. Et donc ensuite, ben ensuite vous l'avez à chaque fois. Il vit sa vie tout tranquillement, et donc à la fin, il n'y a pas de souci. Ok. Tangente x à l'ordre 2 en pi sur 4, c'était en fait, c'était caché, mais c'était un simple exercice de trigonométrie, voilà. Il est pas du tout, méchant, je vais pas le détailler, parce que c'est franchement pas passionnant. Donc je remplace toujours, x par pi sur 4 plus u, et puis après, bah, vous remplacez ça par sinus sur cosinus comme ça, pi sur 4 plus u. Voilà, et puis vous écrivez vos formules de trigonométrie, donc, sinus A, sinus B, hein, ça fait sinus pi sur 4, sinus u plus cosinus pi sur 4. Hop, cosinus u, évidemment, je manque de place. Voilà, en bas, cos pi sur 4, cos u, moins sin pi sur 4, sin u. Voilà, vous remplacez par les valeurs, vous remplacez par les DL, et cetera, et cetera, et cetera. OK, je détaille pas trop, c'est pas passionnant. Enfin, il y a rien de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà expliqué. C'est pour ça que je détaille pas. Si vous le cherchez. Alors donc je réexplique pour ceux qui viennent d'arriver, hein. On va finir la séance d'aujourd'hui par des rappels de probabilité. J'aimerais qu'on commence tranquillement, mais quand même sûrement, les probas demain. Néanmoins, si demain vous avez fait d'autres exercices sur les développements limités, je veux bien les corriger, ça ne me dérange pas. Je veux pas, je presse pas, hein, je speed pas. Donc si vous voulez continuer à travailler sur certaines choses, il n'y a pas de souci. Heu U égale moins pi sur 4? Non, en fait, donc je pose x égale, pi sur 4 plus u, ou bien c'est pareil, vous posez u égale x moins pi sur 4. Donc votre nouvelle variable, elle tend bien vers 0 lorsque x tend vers pi sur 4. Et comme ça, là, la première forme, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous avez x qui est autour de pi sur 4, donc x il est par là, et u, bah, c'est la différence. Voilà. Voulez-vous que je corrige quelque chose dans l'exercice 5? Quelqu'un m'a dit: «Ah, j'ai pas trouvé les mêmes résultats que ce qui est écrit». Je sais plus qui m'a dit ça. Oui, Chloé, lequel vous avez pas, oui, oui, lequel vous avez pas obtenu le même résultat? Que je me concentre dessus. Le deuxième. OK, très bien. Alors voyons le numéro 2. Alors, donc c'est log de 2 cosinus x plus sinus x. Alors attention ici, hein, attention dans celui-là. Je reviens au cours d'hier, enfin je reviens à la méthode que je vous ai montrée hier, hein, et pas celle, un peu évoluée que je viens de vous présenter, qu'on pourrait utiliser. Alors faites attention, il y a un gros piège, hein,
c'est que là, votre variable là, elle tend pas vers zéro. Ici, à l'intérieur, il faut du 1 plus quelque chose qui tend vers zéro pour être comme dans le cours. Or, là, ce truc-là, là, si vous regardez bien, quand x tend vers zéro, ça tend vers 2. Quand x tend vers zéro. Donc faites attention, là, il y a un piège. C'est un peu volontaire aussi, hein. Donc il faut d'abord commencer par, eh bien, par avoir du 1 plus quelque chose qui tend vers zéro. Là, c'est aucune chance parce que c'est 2, ça tend vers 2. Donc je vais mettre 2 en facteur. Premier travail. Cos x plus 1/2 de sinus x. Alors là, ça va parce que maintenant, ça, ce truc-là, il tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc ça va mieux marcher. Et je vais pouvoir continuer. Je vais faire log de 2 plus. Et là, ce que je vais faire, je vais écrire ça sous la forme 1 plus. Et ben voilà, maintenant, je vais avoir cos x moins 1, hop, plus 1/2 de sinus de x. Et maintenant, je peux composer mes dl comme dans le cours. Je vais composer le développement limité de cette fonction-là. Hop, je vais composer le développement limité de cette fonction-là avec cette fonction-là. Donc je répète, je vais composer le développement limité de cos x moins 1 plus 1/2 de sinus x. Donc on me le demandait à l'ordre 2, donc j'y vais à l'ordre 2. Donc ça me fait simplement moins x2 sur 2 plus 1/2 de x plus un petit o de x2. Voilà. Avec le développement limité de log de 1 plus u. Donc à l'ordre 2, u moins i2 sur 2 plus un petit o de u2. Et on compose. Et ça va me faire, donc ma grosse expression tout à l'heure, ça fait log de 2 plus, ma composée maintenant, 1/2 de x moins x2 sur 2, moins 1/2 de 1/2 de x moins x2 sur 2, élevé au carré. Plus un petit o de x2, puisque c'est l'ordre que je veux. Voilà. Donc log de 2, je fais mon calcul maintenant. Moins 1/2, et là, quand je l'élève au carré, il n'y a qu'un terme qui va rester, qui est simplement 1/4 de x2. Voilà, tout calcul fait, log de 2, 1/2 de x. Là, j'ai moins 1/2, moins 1 huitième, ça fait moins 4 huitièmes, moins 1 huitième, ça fait moins 5 huitièmes de x2, plus petit o de x2. Et là, je regarde mon corrigé, bingo, c'est exactement ça. Alors Chloé, vous n'avez pas trouvé ça, et je sais pourquoi, parce que je lis à distance sur les copies des élèves, surtout quand il y a des erreurs. C'est parce que vous n'aviez pas fait cette petite transformation préalable. Presque sûr. Vous avez oublié que dans votre log, si vous utilisez le formulaire, dans le log, vous n'avez pas le choix, hein, c'est le grand problème. Avec le log, le développement limité, c'est le développement limité de log de 1 plus u, avec u qui tend vers 0. D'accord? Eh oui, c'est ça. L'expérience. Un grand classique. Je peux corriger le 3 si vous voulez. D'accord. Je laisse aux gens le temps de lire ça. Attendez, je fais... Il veut pas, non, il veut pas. Bon. Normalement, mon pencil devrait tomber à court de batterie, mais il veut pas, et c'est très bien. On y va, log de sinus x sur x. Alors, sinus x sur x, c'est une fonction très classique pour les développements limités. Parce qu'en fait, apparemment, elle n'est pas... Vous voyez, apparemment, il y a un énorme problème quand on regarde un peu cette fonction-là, parce que sinus x sur x n'est pas défini en 0, et pourtant, on peut très très bien faire son développement limité en 0, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Donc, vous savez que sinus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc là, dans la parenthèse, ici, il faut mettre ça sous la forme log de 1 plus un truc qui tend vers 0. Ben, c'est pas compliqué, hein, forcé. Log de 1 plus sinus x sur x moins 1, comme ça, voilà. Et donc, on compose nos développements limités. On commence avec celui de sinus x sur x moins 1. Bon, c'est pas très très dur. Alors, le développement limité de sinus, vous le connaissez, hein, c'est x moins x3 sur 6 plus x5 sur factoriel 5, c'est 120. Voilà. Le tout divisé par x.
moins 1 plus petit O de x4. Alors mes pouvoirs de télépathie sont très très aguerris désormais. Là, je sais que vous avez une question. Alors pour le moment, elle est dans l'inconscient, cette question, mais elle va pas tarder à ressurgir dans le conscient. Et peut-être qu'elle sera formalisée dans le chat. Et les 1 se simplifient. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Voilà, tout va bien. Okay. Et ça, je compose avec log de 1 plus u. Alors, c'était donc, on me demandait un DL à l'ordre 4. Oups. On y va. U moins U2 sur 2, plus U3 sur 3, moins U4 sur 4. J'en fais beaucoup trop. C'était vraiment pas la peine d'aller à l'ordre 4 pour log. Mais c'est pas grave. Je vais faire semblant de ne pas m'en être rendu compte pour vous montrer que c'est pas un problème. Et maintenant, je compose mes 2 DL. Donc ça va me faire moins x2 sur 6 plus x4. Si vous êtes attentif, vous avez compris que c'est pas la peine que j'en écrive trop. Essayez de m'arrêter au bon moment. Alors, c'est pas le bon moment, toujours pas. Je sais que le chat est un peu lent, parfois il y a un délai entre le moment où moi je parle et le moment où vous le recevez. Mais là, j'espère que vous vous rendez compte que c'est pas la peine. Voilà, c'est ça. D'accord? Alors pas le premier. Il faut quand même que lui, je l'écrive quand même, parce que lui, il va me donner un ordre 4. Mais là, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Parce qu'il va donner un ordre 6. D'accord? Lui, c'est un x carré que j'élève au cube, donc c'est un ordre 6, c'est pas la peine. Et puis le suivant, c'est pas la peine non plus. Puisque j'ai demandé un développement limité à l'ordre 4 en x, donc c'est pas la peine d'aller ici. Okay. Et là c'était pareil. Et là, j'aurais pu le prévoir. Bon, du coup, on peut ne pas l'écrire. Parce qu'on tronque. Et j'ai plus qu'à terminer, comme ça je vais savoir si le corrigé que je vous avais donné était bon. Moins x2 sur 6 plus x4 sur 120, moins 1 demi, et là, il y en a qu'un, c'est juste le x carré sur 36, enfin le x puissance 4, pardon, sur 36, qui va apparaître. Voilà, 120, 72, c'est quoi le dénominateur commun de tous ces trucs-là? 72, c'est 12 fois 6, 120, c'est 12 fois 10. 12 fois 15, 180. Ça va pas aller. 360 alors. Moins x carré sur 6, plus, alors 3 sur 360. Et là, 5 sur 360. Ouais, on va dire que c'est ça. Donc ça me fait moins 2 sur 360, ça fait moins 1 sur 180. Est-ce que c'était ça? Oui, très bien. Ah, par contre, oui, c'est ça. C'est un plus 1 demi. Bonne question. Non, c'est un moins 1 demi, c'est bon. Voilà. Bonjour, bonjour Juliette. Quelle est la démarche à suivre dans l'exercice 11 si on cherche une asymptote en plus l'infini? Vous ne deviez pas être là, vous n'êtes pas arrivé assez tôt parce que j'avais dit que j'allais corriger l'exercice 11. Je vais corriger l'exercice 11 et comme ça je vous expliquerai la démarche. D'autres questions? Alors la question que vous auriez peut-être pu me poser, attention, je scrolle, c'est que là, mais peut-être que vous aviez compris, parce que c'est pas très difficile à voir, c'est que là, pour le développement limité de sinus, je l'ai écrit à l'ordre 5, d'accord?
parce que j'avais vu que j'allais diviser par x, donc j'allais perdre 1 degré, et que je voulais arriver à l'ordre 4 à la fin. Je répète, je voulais arriver à l'ordre 4, j'allais perdre 1 degré, donc ici je suis parti à l'ordre 5. Voilà. Hop. Alors bah, justement, l'exercice 11 est parfait, je suis dans les temps par rapport à mon petit planning. Exercice 11. Alors l'exercice 11, donc c'est, pour rechercher une asymptote en plus l'infini de la fonction f de x égale x3 plus x puissance 1 tiers, donc c'est une racine cubique, hein, moins x3 moins x, toujours la puissance 1 tiers. Voilà. On vous dit, montrez que cette courbe admet, la courbe de cette fonction admet une asymptote simple en plus l'infini, en déterminer l'équation. Quelle est la position de cette courbe par rapport à son asymptote en plus l'infini? Alors, on peut utiliser un développement limité en plus l'infini, mais évidemment, on n'a pas de fonction qui tend vers, pas de variable, pardon, qui tend vers 0. Et pour avoir une variable qui tend vers 0, il faut faire un changement de variable, surprise. On va poser grand X égale 1 sur petit x. Grand X tend bien vers 0 lorsque petit x tend vers plus l'infini. Et on utilise un développement limité, hein. Donc, je n'ai pas dit qu'on allait faire un développement limité. Attention, hein, il y a un piège, hein. C'est que là, là, je peux pas, là, j'ai pas de développement limité, hein. Toujours pas, je veux dire, j'ai pas encore. Voilà, parce que, pas de DL ici, parce qu'attention, le DL que je veux utiliser avec une puissance 1 tiers, c'est 1 plus U puissance 1 tiers avec U qui tend vers 0. D'accord? Et là, j'ai pas. Là, j'ai pas 1 plus U, et puis j'ai pas de U qui tend vers 0. Donc il faut que je m'arrange pour l'avoir. Alors, le grand classique, là, c'est de mettre en facteur l'infiniment grand dominant. J'aurais pu d'ailleurs le mettre en facteur déjà ici. Ici, l'infiniment grand dominant, c'est qui? C'est lui. D'accord? C'est-à-dire, c'était le x cube qui est devenu un 1 sur grand x cube. Et je vais le mettre en facteur. On y va. Donc si je le mets en facteur, 1 sur x cube puissance 1 tiers en facteur, ça fait 1 sur grand x. Et là, quand je vais le mettre en facteur, ça va faire 1 plus x carré puissance 1 tiers. Et là, c'est pareil. 1 moins x carré puissance 1 tiers. Et là, c'est bon, je vais pouvoir faire mon DL, vous voyez. J'ai bien 1 plus x carré avec x carré, ici, qui tend bien vers 0. Donc je vais pouvoir faire mon DL la ligne d'après. On y va. Donc je mets d'abord 1 sur grand X en facteur, puis là je fais mes développements limités. Donc 1, alors je ne sais pas à quel ordre je dois le faire. Donc je vais faire un petit ordre, un ordre où il y a des choses intéressantes qui se passent. Donc je commence à cet ordre-là, puis on verra peut-être que je me suis trompé. Voilà, moins 1 moins 1 tiers de x carré, plus un petit o de grand X au carré. On verra. Je ne promets pas du tout que ce soit bon, hein. Ça fait 1 sur grand X, facteur de, alors les 1 se simplifient, et les, voilà, 2 tiers de x2 plus petit o de x2. Voilà, et donc je me retrouve avec 2 tiers de grand X plus petit o de grand X, que je vais remettre avec petit x, parce que comme ça, je vais comprendre ce qui se passe. Alors maintenant, est-ce que vous êtes capable de répondre à la question? Quelle est l'asymptote simple en plus l'infini de petit f? Quelle est l'asymptote simple en petit f de la fonction? Vous avez une idée? Quelle est la limite de petit f en plus l'infini? La limite est 0. Très bien. Donc déjà, on a l'asymptote simple. Hop. F de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ok? Donc l'asymptote simple, c'est tout simplement OX est asymptote. Ça, c'est grâce au DL, parce qu'on peut avoir les limites grâce au DL. Pouvez-vous me parler de la position? Ouais, donc OX, tout à fait. Non, c'est... alors, vous avez raison. Morgan a tout à fait raison, hein.
2 je peux aussi dire, hein, j'ai f de x, hein, moins 2 sur 3x qui tend aussi vers 0 lorsque x tend vers 0, donc 2 sur 3x est aussi asymptote. Courbe asymptote. Mais néanmoins, je trouve que OX est une courbe plus simple, hein, donc je pense que OX était la réponse attendue, hein. Mais ceci dit, j'ai une deuxième courbe asymptote si je veux. Il y a pas de problème. Pouvez-vous me parler, donc je reviens sur OX comme asymptote, pouvez-vous me prédire la position de f par rapport à OX en plus l'infini? Et là, c'est très sympathique, ça c'est un plaisir DDL. Vous pouvez me parler de la position, est-ce que ça va être au-dessus? Est-ce que f va être au-dessus de son asymptote ou en dessous de son asymptote? Moi. Oui. Pourquoi Morgane? Qu'est-ce qui vous permet de c'est la bonne réponse, qu'est-ce qui vous a permis de la trouver? Exactement, hein, vous avez entièrement raison. La différence, elle est donnée par 2 sur 3x ici, et donc je peux dire que donc f de x en fait est équivalent à 2 sur 3x qui est positif au voisinage de plus l'infini. Donc f est au-dessus de son asymptote. La courbe de f là est au-dessus de OX en plus l'infini. Et voilà, un beau résultat, enfin un calcul vraiment pas difficile, grâce au développement limité. Voilà, je m'arrête là parce que je voudrais passer à la suite, là, dans les 22 minutes qui nous restent, hein, je voudrais parler un petit peu de probabilité. Si vous avez d'autres questions et que vous avez cherché des exercices, ce que je vous conseille de faire, je ne vous demande pas beaucoup de travail, mais je vous assure que faire ces exercices calculatoires, c'est très très bien. Je les corrigerai volontiers demain, vous me demandez sur Discord. Et je vous rappelle que je vous ai déjà mis un sujet de révision pour le prochain DS qui sera 100% analyse, dans, dans, dans longtemps, hein, mais vous pouvez déjà commencer si vous voulez à le chercher, et il y a un peu de tout. Il y a des, euh, il y a des équations différentielles et des développements limités. Voilà. On ne pouvait pas passer sous la forme exponentielle, alors je vous rappelle, il faut toujours vous demander quelle est la variable, d'accord? Ici, la variable, je reviens à ma fonction, la variable ici, c'est petit x. Et vous voyez, j'ai pas de x dans la puissance, donc j'ai pas intérêt à passer sous forme exponentielle. J'ai pas intérêt. J'ai une puissance constante, et puis comme en plus j'ai le développement limité, vous pourrez voir dans le cours, hein, il faut aller voir dans le formulaire, vous avez le développement limité de 1 plus u puissance alpha, avec alpha constant bien sûr, ça commence à 1 plus alpha u. Voilà. Vous avez aussi le suivant si vous en avez besoin, mais ici on n'en a pas eu besoin. Qu'est-ce qui est avantageux? Quand est-ce qu'il est avantageux d'utiliser la primitive pour les DL? Quand la dérivée est simple. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quand vous savez que vous allez pouvoir calculer la dérivée sans vous fatiguer. Voilà. Typiquement quand vous avez du arctangente. Grand classique des exos. J'ai pas d'exemple là sous les yeux. Bon, voilà. Bien, si vous avez d'autres questions, posez-les, j'y répondrai. Et je voudrais que nous revenions à... Hop, toc, toc, toc. Je ne voulais pas être là. Voilà, hop, voilà. Alors, je voudrais que nous revenions. Donc, c'est simplement le diaporama sur les probabilités. Vous avez, là, on a 20 minutes. Vous pouvez commencer déjà à prendre des notes si vous le souhaitez, mais il n'y a pas de grande nouveauté. C'est juste, je vais vous faire des rappels sur ce chapitre, hein, en vous étayant mes rappels sur un exemple. C'est un peu pour vous remettre dans le bain, parce que je sais que probabilité, c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Donc, je voulais faire ce petit quart d'heure de réexplication, ces petites 20 minutes de réexplication. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a un truc qui vous échappe dans mon explication, hein, c'est fait pour, hein. C'est pas vraiment du cours, hein. Par contre, demain, bah, on reprendra, on enquillera directement sur le cours. Je vous ai mis les documents de cours
s'appelle probabilité conditionnelle et variable aléatoire. Je vous ai mis les documents de cours sur Classroom, il faudra aller les chercher. Et on se concentrera, là, avant les vacances, sur la première partie de ce chapitre, juste sur les probabilités conditionnelles. Donc les probabilités machin, sachant bidule, hein. Vous connaissez ça un petit peu. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé un peu de ce qu'était des expériences aléatoires, c'est des expériences dont on ne peut pas prédire le résultat à coup sûr. Heu, Typiquement des expériences aléatoires, on avait dit, bah, par exemple, quand on lance, un dé à 6 faces, on ne peut pas prédire le résultat. Et dans ce cas-là, on avait fait une collection avec tous les résultats possibles. Donc pour un dé à 6 faces, les résultats possibles, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Mais on avait également d'autres exemples. Alors à chaque fois, en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers est plus ou moins compliqué. Oui, d'accord, faut pas que j'oublie. Je vais essayer d'y penser. Donc par exemple, si j'attends un double 6, vous savez, je lance 2 dés à chaque fois comme ça, et bah, là, l'univers est très, très différent. L'univers, quand je vais mettre un résultat, quand je vais faire un lancer, le résultat, il va ressembler à ça. Je lance, hop, j'obtiens un 4, je relance, j'obtiens 3 2, je relance, j'obtiens 6 5, je relance, et cetera, et cetera. Ça, c'est un seul résultat et puis à un moment donné, j'ai 6 6. D'accord? Ça, c'est un résultat. Et si je fais la collection des résultats possibles, donc oméga, eh bien, ça va ressembler à quelque chose de vraiment bizarre. Ça va être en fait une suite comme ça de couples IJ, alors I1, J1, I2, J2, etc., etc., jusqu'à IN-1, JN-1, voilà, et enfin 6, 6. OK? Avec I1, etc., jusqu'à IN-1, J1, etc., jusqu'à JN-1. Tout ça, c'est des numéros qui sont dans 1, 6 puissance, alors il y en a 2 n-2, et puis c'est pas fini, avec IK, JK, différentes 0. Pardon, différentes 6, 6 à chaque fois, quel que soit K plus petit que n-1. Alors vous voyez, c'est vraiment difficile, hein. Vous voyez, il est vraiment horrible, hein. Donc c'est pour ça que d'habitude, les univers, on les décrit pas. Mais il faut toujours bien vous imaginer qu'au fond du fond, du fond, du fond du truc, on a un univers de tous les résultats possibles, hein. Et on essaye de ne pas aller au fond des choses. On essaye d'aller un peu au-dessus pour pas tout écrire, d'accord? Et si je regarde, par exemple, une autre expérience aléatoire, la quantité de pluie tombée sur 3 jours, en ce moment, il y en a pas des masses, et ben, ce sera un nombre réel, et puis je vais dire que l'ensemble des résultats, bah, ça va aller par exemple, c'est un nombre positif, hein, de 0 jusqu'à, je sais pas, il peut tomber jusqu'à 10 mètres, par exemple, hein, donc on va dire en mètres, voilà, jusqu'à 10 mètres. Ou alors je peux dire, que c'est R+, l'ensemble, la collection des résultats possibles, d'accord? Ou je pourrais même dire que c'est R, avec des événements impossibles, des événements probabilité nulle. Alors, qu'est-ce que je voulais que vous reteniez de ça? Qu'il y a un univers derrière, et que cet univers, il est très, très, très fin. C'est tous les résultats possibles, mais pas, quand je fais le numéro, le double 6, c'est pas le nombre de lancers, c'est vraiment chacun des résultats avant d'obtenir le double 6, vous voyez? OK? Là, c'est vraiment toutes les quantités de pluie tombées. Il y a pi là-dedans, il y a racine de 2, il y a log de 25. Mais, je vais jamais dire qu'il tombe log de 25 millimètres de pluie, on fait pas ça. Mais tant pis, je le mets quand même dans l'univers, hein. Ça, c'est vraiment le point important. L'univers, c'est très, très, très détaillé. Je vous propose un autre univers, ça va vous parler. Alors je vous propose, ça c'est une question que Chloé m'a posée, et j'ai trouvé ça assez intéressant, j'espère que ça va vous sembler un petit peu clair. Si je prends un être vivant au hasard, hein, si je prends, un ARN qui a été codé par un ADN, donc j'ai révisé, moi j'ai tout regardé sur Wikipédia, hein, donc si je dis des bêtises, vous me corrigez, parce que vous n'avez pas regardé sur Wikipédia, j'espère. Donc les ARN, ils sont composés de petits codons, eux-mêmes composés de bases. Donc un codon, c'est 3 bases, ça va? Donc A, G, C et U. Et voici ici mon univers. Donc ce que je vais faire, c'est que je suppose que je prends un être vivant, je prends un de ses ARN, je prends un de ses codons au hasard, je l'observe. Et quel est l'univers de mon expérience? Ben, l'univers, c'est l'ensemble des codons possibles. C'est ce grand machin-là. D'accord? Combien y en a-t-il? Eh bien, c'est des mots de 3 lettres écrits avec
une des 4 lettres A, G, C ou U. Donc là, je peux affirmer que le cardinal de oméga, hein, c'est 4 fois 4 fois 4, 4 puissance 3. Ça doit donc faire 64, hein. Je ne me suis pas trompé. OK? Voilà mon univers. OK? Il est assez, bon, pour le coup, lui, il est assez simple. Donc c'est un univers fini et je vous rappelle que en sup, on se contente des univers finis, hein. C'est un petit rappel, c'est notre programme. OK. Alors pour le moment, je dis juste ça, c'est la collection des résultats possibles. C'est la première couche, c'est vraiment le fond du fond de ma théorie. Au-dessus de cette théorie, alors dans cette première couche, c'est vraiment tous les résultats possibles. Au-dessus de cet univers oméga, j'ai la deuxième couche, c'est les événements aléatoires. Qu'est-ce que c'est des événements aléatoires? Eh bien, par exemple, un événement aléatoire, c'est je prends un codon et il contient un A. Voilà un exemple d'événement aléatoire simple. Je pourrais faire, il contient un C, il contient un G ou un U. D'accord? Donc il contient un A. Bon. Et ben, qu'est-ce que c'est là-dedans? Il faut que je cherche là-dedans tous les codons qui contiennent des A. Donc je vais avoir lui, attendez, je vais utiliser de la couleur, voilà. Je vais avoir lui, hop, voilà. Je vais avoir lui, ces trois-là encore, hop, encore lui. Alors je vais encore en manquer, hein, tenez, il y a tout ça encore. Là, il y en a encore d'autres, voilà. OK? Ah ben, j'avais oublié celui-là. Voilà, tout ce que j'ai entouré en vert, eh bien, c'est l'événement A. C'est un sous-ensemble, c'est un des sous-ensembles possibles de oméga. C'est l'ensemble des résultats, l'ensemble des codons qui contiennent un A. Puis je pourrais faire la même chose avec C, avec G, avec U, mais je pourrais aussi faire un autre événement un petit peu plus compliqué que j'ai fait ici, hein. L'événement B, c'est un A suit exactement un T. Et là, il va falloir que j'observe là-dedans, qu'est-ce que je vais avoir? Alors on y va, on va prendre une autre couleur, hop, un peu de violet. Donc là, pour l'événement B, alors un A suit exactement un T. La première colonne, j'en ai pas un T. Pourquoi j'ai mis un T? Parce que c'était une ancienne version de mon truc, il n'y a pas de T. Il n'y a pas de T. Merci Axel, je vois qu'il y en a, il y en a une qui suit. Tout à fait. Donc on va dire un A suit exactement un U, bien sûr, hein. Donc un A suit exactement un U. Il y a ici, il y a celui-là. Bon, vous voyez, c'est un jeu qui est pas très, très amusant, hein. Il y a ces 4-là, et cetera, et cetera, et cetera. Bon, alors, je me suis embarqué dans un truc, moi, encore. Là, il y a pas. Là, il y en a pas. Non, je le vois pas. S'il y en a un, je l'ai pas vu. Là, il y en a un. Si, il y avait celui-là que j'avais oublié. Un A suit exactement un U, voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout fait, OK? Donc par exemple, je peux dire donc là, je l'ai entouré, puis par exemple, je pourrais dire que le cardinal de B, eh bien, le cardinal de B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour vous donner un exemple, OK? Est-ce que ça vous semble un petit peu plus concret? OK? Vous avez une idée parce que, i vous connaissez d'autres événements aléatoires? Vous pourriez m'en citer un? Moi, je suis obligé d'aller regarder sur ma page Wikipédia parce que je connais pas ça, mais vous savez que tous ces codons vont coder des acides aminés. Et on pourrait se demander, par exemple, la probabilité de l'événement ALA, par exemple, je moi je triche, hein, que, mes codons, codent, l'alanine. D'accord? Et donc à ce moment-là, bah, ça va faire un sous-ensemble de oméga, ça va être l'ensemble des codons qui vont me coder ça. Donc il y en a 4. Donc je pourrais te dire que cardinal de ALA, c'est 4. Ça va? Je continue? Je vous demande ça parce que je sais pas si vous prenez en note, mais s'il y en a qui prennent en note, peuvent me le dire. Bien, alors ça c'était la deuxième couche, OK? La première couche, c'était les résultats possibles, la deuxième couche, c'était les événements. Avec ces événements-là, sur cette deuxième couche, je peux faire des opérations, je peux faire des unions, des intersections. Et les unions-intersections, bah, correspondent à des opérations logiques. Union, c'est un OU, intersection, c'est un ET. C'est assez simple, hein, OK? Et puis j'ai également l'événement impossible, qui correspond à l'ensemble vide, et puis l'événement certain qui correspond à tous les résultats possibles.
Bon, ça, vous connaissez bien, c'était pas un trop gros problème. Alors, troisième couche, peut-être la plus importante, c'est la notion de probabilité. Alors, quel est le sens intuitif de probabilité? Eh bah, probabilité, c'est qu'on va coller sur chacun des événements, la confiance que l'on place en sa réalisation. Je vais dire: «Ah, cet événement, ouais, c'est pas trop, c'est un peu kiff-kiff, 50 de chances de se réaliser». Donc ça veut dire, en fait, que je vais y coller la probabilité 0,5. Ah, cet événement, il est très peu probable, franchement, il y a aucune chance que ça arrive. Donc je vais lui coller la probabilité, par exemple 0,05. Alors qu'un événement qui est quasiment certain, je vais coller la probabilité 0,99. Mais c'est ça que je veux que vous reteniez, c'est la probabilité, c'est moi qui la colle dessus. Colle sur les événements des probabilités. Avec une règle quand même, hein, enfin avec quelques règles de calcul que vous connaissez très bien. P de oméga, c'est 1. Si A et B sont incompatibles, P de A union B, c'est P de A plus P de B. Ah, je veux absolument que je fais pas n'importe quoi, hein. Si j'ai 2 issues disjointes, la probabilité d'avoir l'une ou l'autre, bah, c'est la somme des probabilités, c'est très important. Dont j'avais déduit quelques propriétés, donc P de l'ensemble vide, c'est 0, P de A bar, c'est 1 moins P de A, et cetera. Bon, vous les réviserez, pour demain, j'espère, c'est important, hein. OK? Et je vous avais dit, alors comment on définit une probabilité? Ben, en fait, à chacun ce théorème était assez immonde, mais l'idée est simple. À chacun des événements, je vais lui associer une petite probabilité P indice I, avec les P indices I qui doivent tous être positifs et de somme égale à 1. Et ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Là, je suis allé voir, il y a des sites qui font ça, voilà, sur l'Homo sapiens, il y a des gens qui sont allés observer, alors je ne sais pas trop quel codon ils ont pris. J'imagine que c'est, les codons effectivement utilisés pour coder des protéines, je suppose, d'accord? Alors Axel, oméga, c'est un ensemble cardinal, c'est son nombre d'éléments. Cardinal, c'est le nombre d'éléments de oméga, d'accord? C'est juste le terme technique des matheux, voilà. Parfois on le note comme ça aussi. Les anglo-saxons le notent comme ça, OK? Donc là j'ai les éléments, donc ça c'est les éléments d'oméga, ça appartient à un grand oméga, et puis ça c'est la probabilité que je leur colle dessus. Donc par exemple, alors ça a été observé, hein, ça a été mesuré, et cetera, donc j'ai pris ça c'est expérimental mes données, c'est pas moi qui les ai choisies, hein. Vous constatez par exemple, pour donner un exemple, que CGG là, lui, il est de probabilité 0,0114. Évidemment, toutes les probabilités sont assez faibles puisqu'il y en a beaucoup, il faut quand même que ça se répartisse bien, d'accord? Et grâce à ça, je peux par exemple calculer la probabilité d'avoir, bah, par exemple, d'observer de l'alanine. Si j'ai pris mon truc au hasard, d'accord? Que mon codon, il va me coder ça. Alors l'alanine, pardon, excusez-moi, c'était l'ensemble, hop, je recopie, GCU, GCC, vous connaissez ça par cœur, bien sûr, GCA et GCG, voilà. Et comment je vais calculer cette probabilité? Bah, vous le savez bien, je vais faire la somme de mes 4 probabilités. Donc GCU, il doit être, il est où? Il est là, il est ici. Hop, 00184. GCC, il est juste en dessous, 00277. GCA, juste encore en dessous, bah, je suis bien tombé. J'ai pas fait exprès, hein, parce que j'y connais tellement rien. Et enfin 0074. Et voilà. Je calcule pas ça, mais là, vous avez la probabilité que vous avez. Et là, vous pouvez faire ça pour n'importe quel événement. Puisque comme un événement est toujours une réunion de chacun de ces petits trucs, hein, toc, celui-là, hein, vous voyez, on pourrait prendre, par exemple, qu'un A suive exactement un U, eh bien, je pourrais prendre alors un A qui suit exactement un U, il y en avait un peu là, il y en avait un peu ici, et cetera, et j'additionnerai toutes mes probabilités. OK? Oui, c'est ça en fait, hein. Vous avez oméga qui est vraiment la base de la base. Vous avez des probabilités sur les petits événements d'oméga qui sont vraiment là, c'est mon tableau. Et puis après, avec ça, je remonte d'un niveau et puis je fais la somme des probabilités pour avoir les probabilités des événements. Parce que les événements, c'est la couche au-dessus. Les événements, c'est ça, hein. C'est des unions d'éléments de oméga. OK? Alors, souvent dans les exercices, c'est une question que vous avez énormément de mal à comprendre. On vous dit
quelle probabilité sur oméga? Quelle probabilité sur oméga? Mais quelle probabilité sur oméga? C'est ces chiffres-là. Quel chiffre on va prendre? C'est la question qu'on vous pose dans les exercices. Quel chiffre on va prendre? Ben là, si c'est Homo sapiens, les voici. Si c'est un être humain, voilà ce qu'on va prendre. On va prendre ce tableau-là. Mais si je change d'espèce, si je prends un dahlia, ben je vais prendre une autre probabilité, autre chose. Et si je prends un singe, si je prends un rhinocéros, si je prends un ver de terre, eh bien à chaque fois j'aurai une probabilité différente. Il faut que je vous dise quelle espèce on est en train d'étudier. Et il y a un cas particulier qui n'est certainement pas un cas d'un être vivant, enfin faudrait me le dire dans ce cas-là, d'accord? Eh bien le cas particulier, c'est l'équipe probabilité. Et l'équipe probabilité, c'est quoi? Eh bien c'est le cas où je vais prendre ce tableau qui est là, et je vais mettre les mêmes valeurs absolument partout. Je vais mettre la même valeur partout. Et là, la valeur, bah, j'ai pas le choix, ce sera forcément 1 sur 64. D'accord? J'ai pas le choix puisque j'en ai 64, je vais avoir la même probabilité partout, bah voilà. Si ça vous intéresse, ça fait 0,0, ouais, à 3 chiffres, j'ai mis 4 chiffres derrière la virgule, donc je vais en mettre 4, c'est un 2, voilà. Et donc vous pouvez comme ça mesurer l'écart par rapport à l'équipe probabilité. Mais l'équipe probabilité, alors déjà, bon, bah, ça correspond à aucun être vivant. C'est comme ça, hein, peut-être qu'un jour on découvrira un être vivant qui vérifie, cette équipe probabilité, on ne sait jamais, ça peut arriver, hein, donc bon, c'est pas censé et puis surtout heu, c'est une hypothèse d'ignorant. Si je sais pas, j'ai pas de raison de favoriser AGU par rapport à, GUU, et ben, je vais supposer que c'est tout partout pareil. Voilà, et donc c'est la seule dans les exercices, hein, c'est la seule dont on fait cette probabilité-là, là, c'est la seule probabilité que l'on peut supposer a priori, hein, heu, c'est quand aucun résultat n'est favorisé par rapport à un autre. Quand aucun résultat n'est favorisé par rapport à un autre. Alors j'ai presque terminé, il me reste juste 1 minute là pour finir ma séance. Je voudrais, je passe rapidement en revue la suite. Donc c'était sur les variables aléatoires. Qu'est-ce que c'est une variable aléatoire? Eh bien, c'est à un événement de oméga, j'associe une valeur, d'accord? Eh bien, nous pouvons voir, là, quand j'ai parlé de mes acides aminés, justement, là, j'ai une variable aléatoire. J'ai la variable aléatoire qui a, un codon associe un acide aminé. Et voilà, vous avez ce tableau, là, c'est recopié de Wikipédia. Vous avez la fonction, la variable aléatoire. Là, vous avez ici, ça là, toc, ces trucs-là, là, ici, ici, là, là et là, c'est oméga. D'accord? Et de l'autre côté, à chaque élément d'oméga, ben, j'associe l'acide aminé en question. D'accord? Donc, pardon, hop, je me suis un peu trompé. Et voilà. Et donc, vous avez une variable aléatoire qui a un codon associé son acide aminé. Donc, c'est une variable aléatoire, elle est ici. Alors, ce n'est pas une variable aléatoire qu'on étudie, nous, d'habitude, de oméga dans l'ensemble grand F des acides aminés. Et puis, je pourrais, bah, comme ça, calculer mes différentes probabilités. Par exemple, si je veux la probabilité que x soit égal à là, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, eh bien, c'est en fait bah, la probabilité de l'événement que j'ai noté précédemment à là, tout simplement. Et donc, après, je peux calculer sa probabilité. D'accord? Donc, ce sera la probabilité, elle est où mon alanine? Elle est là, voilà, hein, ce sera la probabilité d'être là-dedans. C'est ça, ça c'est l'événement. Voilà. Ou c'est aussi l'événement x égale à là, si je veux. D'accord? Voilà, j'espère que cet exemple vous a un petit peu éclairé. J'ai essayé de prendre un exemple assez proche de vos connaissances, hein. Il est plutôt pas mal parce qu'il correspond bien à notre programme. Bon, je ne vais pas faire d'exercice dessus et quand vous réviserez, bah, tant mieux. Quand vous réviserez ça, réviserez ça, posez-vous une question, j'essaierai d'y répondre un petit peu demain. Quelle est la probabilité? Donc on prend un codon, on regarde le premier. On prend un codon quelconque, hein, donc par exemple, AGA, d'accord? On regarde le premier. On sait que le premier, comment dirais-je? Le premier, je ne sais pas quoi,
Ça s'appelle comment? La première base, voilà. La 1re base ah bah, c'est mon pencil tombe à plat juste maintenant, c'est très bien. La première base est un A, quelle est la probabilité que la dernière soit aussi un A? Donc posez-vous la question, quelle est la probabilité que la dernière soit un A, sachant que la première était un A? Comment on répond à cette question? C'est surtout ça, qu'on va essayer de se demander. Voilà, bah, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers, sinon je vous remercie. Cours de bio dans un quart d'heure.